Bonjour mes amis, dans cette vidéo je vais parler sur l'hypercalémie. Je vous conseille de regarder ma vidéo précédente sur l'homéostasie potassique, ça vous facilitera la compréhension, notamment la physiopathologie. Je vous laisse le lien en haut à droite et en bas de la description. Le taux sanguin de potassium est varié entre 3,5 et 5 milliequivalents par litre. On parle d'hypercalémie quand la calémie dépasse 5 milliequivalents par litre, au-dessus de 8. Le pronostic vital est mis en jeu par troubles de la conduction cardiaque. Principalement, l'hypercalémie entraîne des troubles cardiaques et des troubles neuromusculaires. Il faut savoir que l'effet cardiaque est un état d'hypoxstabilité. Leur expression est tout d'abord électrocardiographie qui concerne toutes les dérivations. Ça commence par des troubles de la repolarisation qui s'expriment à l'ECG par des ondes de T amples pointues. Puis on a l'apparition du trouble de la conduction cardiaque. Je vais les citer par ordre de gravité croissante. On a le bloc sino-auriculaire avec disparition de l'onde P. Je ne vais pas entrer dans les détails concernant les différents degrés du bloc sino-auriculaire. Puis on a le bloc auriculo-ventriculaire du premier, deuxième et de troisième degré. Et à l'extrême, des troubles de la conduction intraventriculaire avec élargissement du flux du complexe QRS sans aspect précis de bloc de branche. Les signes cliniques correspondant à ces anomalies de la conduction surviennent tardivement et très brutalement. Ils s'expriment par un collapsus, voire un arrêt circulatoire par fibrillation ventriculaire. Les troubles neuromusculaires sont rarement observés car ils surviennent à un stade tardif de l'hypercalémie. L'hypercalémie peut entraîner une parasthésie buccale et des extrémités. Dans certaines situations, on voit un tableau de paralysie flasque-symétrique pouvant être ascendante avec atteinte des muscles respiratoires qui peut engendrer une détresse respiratoire avec acidose respiratoire susceptible d'aggraver l'hypercalémie. Maintenant, je vais parler sur les causes d'hypercalémie. 3 mécanismes peuvent être à l'origine d'une hypercalémie, soit un déficit d'excrétion rénale de potassium, ou un transfert du potassium cellulaire vers le secteur extracellulaire, c'est ce qu'on appelle l'hypercalémie de transfert, ou bien un excès d'apport de potassium. Dans la majorité des cas, il existe un déficit d'excrétion rénale qui peut être associé à l'une des deux autres causes. L'hypercalémie par un déficit d'excrétion rénale de potassium, ce cas de figure, on le voit au cours d'insuffisance rénale qui peut être aiguë ou chronique, aussi en cas d'insuffisance urinalienne aiguë ou secondaire à une prise médicamenteuse. L'hypercalémie des insuffisances rénales aiguës est la conséquence directe du déficit total ou presque total d'excrétion rénale de potassium. Le risque d'hypercalémie majeure en cas d'insuffisance rénale olégurique, comme dans la nécrose tubulaire aiguë et l'anurie obstructive. Dans la maladie rénale chronique, l'hypercalémie est rare jusqu'à un stade avancé. La survenue d'une hypercalémie chez une insuffisance rénale chronique doit faire rechercher une cause surajouée, soit un apport important et rapide d'aliments ou de sels contenant du potassium, ou bien prise des traitements hypercalémiaux, notamment un diurétique anticalurétique comme le spironolactone, le trientérène et l'amyloride, qui sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Dans l'insuffisance urinalienne aiguë, l'activité urinine plasmatique est très élevée alors que l'aldostéronémie et la cortisolémie sont effondrées. L'aldostérone est un minéralocorticoïde qui stimule la réabsorption urinale du sodium et l'excrétion du potassium. Le déficit en aldostérone conduit à un déficit à la réabsorption du sodium responsable à une hypovolémie avec hyponatrémie de déplétion et une hypercalémie. Pour les médicaments qui peuvent entraîner une hypercalémie, c'est ce qu'il faut savoir, le risque d'hypercalémie majeure chez les patients qui présentent une insuffisance rénale. Les principaux traitements hypercalémiaux, on a les diurétiques épargneurs du potassium, comme j'ai déjà cité tout à l'heure, les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, qui sont des traitements antihypertenseurs, on a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. On a aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'héparine qui est un traitement anticoagulant et le cyclosporine qui est un traitement immunosuppresseur utilisé dans la transplantation d'organes et dans certaines maladies auto-immunes. Il faut savoir que le risque est augmenté en cas d'association entre ces médicaments. Pour
Pour l'hypercalémie de transfert, comme vous savez, le potassium est principalement un cation intracellulaire et donc un transfert d'une proportion minime du potassium intracellulaire vers le secteur extracellulaire peut engendrer une hypercalémie sévère. Toute situation de lait cellulaire augmente la calémie par libération des stocks intracellulaires de potassium. Le trouble est ensuite souvent majoré par la survenue d'une insuffisance rénale aiguë, notamment dans le syndrome de l'est tumoral qui peut être spontané ou induit par la chimiothérapie, en cas aussi d'hémolyse et la rhabdomyolyse. L'acidose métabolique à trop anionique normale, dans cette situation, il y a une hyperproduction des IOH+, le cas typique, c'est l'acidocétose diabétique. Ce type d'acidose aiguë est responsable d'une hypercalémie par transfert. Les ions hydrogènes pénètrent dans les cellules. Dans le même temps, le potassium intracellulaire ressort vers le compartiment extracellulaire. Il faut savoir que chaque baisse de 0,1 du pH sanguin s'accompagne d'une augmentation de la calémie d'environ 0,5 mmol par litre. Le transfert extracellulaire du potassium peut être induit aussi par des médicaments. En cas d'intoxication digitalique, au cours de laquelle l'inhibition de la pompe ATPase conduit à une augmentation du potassium extracellulaire et à un effondrement du potassium intracellulaire. Les bêta-bloquants constituent une cause d'hypercalémie par blocage du transfert intracellulaire du potassium. L'apport incontrôlé de potassium conduit à une hypercalémie chez le sujet à risque, notamment chez les insuffisants rénaux chroniques, particulièrement qui sont traités par un inhibiteur du système rénine-angiotensine ou un bêta-bloquant. Il est conseillé d'éviter ou de réduire la consommation de certains aliments riches en potassium, comme la pêche, la banane, l'abricot, la figue, les dattes, la pomme de terre et le chocolat. Le traitement d'hypercalémie se fait selon son degré et la prise en ce nom des signes électriques à l'ECG. En cas d'hypercalémie modérée, inférieure à 7 mmol par litre, et sans trouble myocardique, la prise en charge est basée sur l'administration de caexalate par voie orale, rarement par voie rectale. En fait, la caexalate, c'est une résine échangeuse du cation qui agit sur la lumière intestinale par l'excrétion du potassium et la réabsorption du sodium. La calémie s'abaisse et revient à la normale environ en 8 à 24 heures. Si on est devant une hypercalémie modérée avec trouble myocardique ou bien une calémie qui dépasse 7 mmol par litre, c'est une grande urgence vitale en raison du risque d'arrêt circulatoire brutal. L'hémodialyse doit être entreprise le plus tôt possible. Les mesures suivantes sont indiquées dans l'attente de la mise en route de l'épuration extra-rénale. L'injection de sel de calcium, habituellement le gluconate de calcium, est indiquée d'autant plus qu'il existe une hypocalcémie associée. Le calcium a un effet antagoniste du potassium sur la conduction cardiaque et peut régresser en quelques minutes les troubles myocardiques. La perfusion de solutés glucosés et d'insuline en favorisant l'entrée cellulaire du potassium. Dans certaines situations, on perfuse le bicarbonate de sodium isotonique, surtout quand il y a une acidose métabolique avec déshydratation associée. Notez bien que le bicarbonate de sodium expose au risque d'hypervolémie et d'œdème viscéral chez les insuffisants rénales chroniques ou aigus.